bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur le plateau de NCI Sport. Ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une très très belle semaine. C'est un plaisir que d'être avec vous en ce lundi soir. Alors, si vous avez raté une information sportive, eh bien, pas de panique. Non, vous êtes au bon endroit. 1 heure, c'est le temps que nous avons pour passer en revue l'essentiel de l'actualité sportive de la semaine. Un beau programme, une fois de plus, que je vous propose tout de suite de découvrir dans le sommaire de ce numéro de NCI Sport. Ce soir, dans NCI Sport, la SEC continue l'aventure en Coupe de la Confédération. 16 ans après, retour sur la belle remontada des Mimos. Victime de maltraitance au Nigeria avec le club de Rivers United, Rufai raconte son calvaire, entretien exclusif. Plongé au cœur de Bouaké FC, comment l'équipe du Béquet tente de se donner un nouveau souffle. On fait le point de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et voilà une grosse actu qu'on va débriefer, décortiquer, analyser en compagnie de nos 2 consultants. Eh bien, on va commencer par vous, Roland Danon. Comment allez-vous? Je vais bien. Ancien arbitre international, bien sûr, pour ceux qui vivent sur la planète Mars, peut-être, Jupiter, qui sait. Bon, ça a été cette semaine? Oui, ça va, ça commence bien. D'accord, super. Oui, vous êtes sur le plateau de NCI Sport, donc ça ne peut que bien commencer, absolument. Et puis, de l'autre côté de la table, eh bien, nous avons Babou Eric. Bonsoir, Eric. Ça tient. Comment était votre semaine ou votre week-end? Allez. Ouais, on va dire très bon week-end, surtout avec 2 belles victoires, ASEC victoire, Africa victoire, c'est déjà pas mal. Et vous alors? Votre semaine, votre week-end? Moi, mon week-end était très bon. Merci de demander. C'est tellement rare. J'ai une belle surprise pour vous et pour tous les téléspectateurs. Voilà, j'ai obtenu ma ceinture verte de taekwondo. Oh, mention très bien. Je vous l'ai ramenée même sur le plateau. Regardez, voilà, elle est juste là. Voilà. Bravo. Merci beaucoup, merci. Bravo, voilà, je la présente à la nation entière, cette ceinture verte. Merci et je la dédie. Vous devez faire attention dans les rues maintenant. Comment? Vous devez faire attention dans les rues. Vous dites faites attention. D'accord, très bien. Allez, premier sujet. Oui, on a beaucoup de travail. Vous l'avez dit, un gros week-end, surtout pour le club jaune et noir, puisqu'après le COS Sport en 2014, l'ASEC Mimosas est le 2e club ivoirien à s'offrir un ticket pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. On parle du parcours héroïque des Mimosas dans cette émission. Alors, messieurs, que vous inspire le parcours, justement, de l'ASEC Mimosas? Roland. C'est un parcours vraiment à féliciter. Parcours vraiment honorable, très honorable, parce qu'on ne vendait pas très cher de leur peau. Un début difficile, match nul ici, défaite au Nigeria, on ne vendait pas très cher la peau de la SEC. Et ils nous ont surpris avec 4 victoires. Ça, c'est à saluer, il faut le dire. Et il faut être honnête, il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens qui croyaient à la qualification de la SEC. Et ils nous ont montré crescendo qu'on pouvait compter sur eux. Absolument. Eh bien, on va revivre ensemble cette rencontre. ASEC Rivers United, on en parle juste après. L'ASEC Mimosas a terminé en beauté la phase de poule de la Coupe de la Confédération Total Énergie de la CAF en battant le Rivers United 1-0 lors de l'ultime journée disputée hier au stade de Yamoussoukro. Une réalisation de Mofossé Trésor Caridula à la 2e minute sur un service de Pacom Zouzoua a suffi au bonheur des Mimosas. Grâce à ce succès, les jaunes et noirs terminent leader du groupe B avec 13 points devant le Rivers United, 2e avec 10 points. Ce parcours exceptionnel des Mimosas était pourtant mal embarqué. Après avoir coincé à domicile face à Motema Pembe 0-0 lors de la première journée, le club ivoirien tombe lourdement au Nigeria devant Rivers United 3-0. Dès lors, ils sont très peu à croire aux chances de l'ASEC Mimosas. Touchée mais pas coulée, l'équipe de Julien Chevalier sonne la révolte en enchaînant 4 victoires d'affilée. Les Diables Noirs 2 fois 2-0 et 1-0. Le Motema Pembe 2-1 et Rivers United 1-0 subissent la colère du champion de Côte d'Ivoire en titre. Avec 4 victoires de rang, la SEC termine très fort la phase de poule et s'installe même dans le fauteuil de leader. Une suprématie sur le groupe B qui lui permet d'espérer un adversaire abordable lors du tirage au sort des quarts de finale prévu le 5 avril prochain au Caire.
Alors Eric, comment est-ce que vous expliquez le regain de confiance des Mimosas qui avait quand même assez mal commencé cette compétition? Oui, c'est clair, il faut le dire. La SEC avait vraiment débuté de la meilleure, on va dire, de la plus mauvaise façon, cette compétition. Mais après, on a vu une belle équipe de la SEC. Ils sont revenus. Déjà, il y a trois raisons qui ont permis ce regain. Déjà, les joueurs. Les joueurs, je pense qu'ils ont pris conscience qu'ils sont dans un grand club. Ils ont pris conscience du statut de ce club-là. Ils ont pris conscience qu'ils sont en Coupe d'Afrique. Il fallait qu'ils donnent tout. Parce que vous savez, en Coupe d'Afrique, ce n'est pas que le talent. En Coupe d'Afrique, il faut avoir l'envie, il faut avoir la rage, il faut aller chercher les victoires. Et ces garçons-là se sont mis à la tâche. Il faut les féliciter parce qu'ils ont mis beaucoup de détermination dans ce qu'ils ont fait. Les victoires qui sont allées engranger à l'extérieur leur ont donné énormément de confiance et ça se sent. Le dernier match, on a vu des joueurs un peu plus confiants, un peu plus sûrs. Un peu plus libérés aussi. Plus libérés, effectivement. Donc, pour dire que ces garçons-là, ils ont fait le boulot, ils ont fait les tafs, il faut les saluer. Et puis derrière, il y a le staff. Le staff technique avec à la tête Chevalier. Je pense qu'ils ont pris conscience, eux aussi, qui balbutiaient un peu en début de saison, même pratiquement. Et puis, il y a eu des retouches. Tactiquement, on a vu qu'il y a une équipe de la SEC un peu plus agressive, qui va un peu de l'avant. Au départ, c'était une équipe un peu trop attentiste, qui avait peur de se lâcher. Mais là, on a vu des joueurs qui sont allés de l'avant, de la percussion, on a vu du jeu. Ils ont les joueurs, ils ont les qualités. Il faut les libérer et c'est exactement ce qui s'est passé. Et puis, je pense qu'ils ont été flexibles, tactiquement. Voilà. Et puis, quand vous regardez, tous les joueurs qui étaient sur les bancs ne sont plus sur le banc. Quand vous regardez Foley, il est titulaire. Vous regardez Wanlo, aujourd'hui titulaire. Pour dire que le staff s'est remis en cause. Ils ont fait confiance aux garçons qui méritent leur place. Et puis ces garçons-là rendent cela. D'accord. Vous pensez qu'ils peuvent aller loin dans la compétition ou pas? Oui, effectivement, en arrivant en quart de finale, je pense qu'il n'y a plus de raison. Il n'y a qu'à jouer les équipes. Et en plus, un avantage environnemental dont il faut tenir compte. Le fait qu'ils reçoivent le deuxième match ici, c'est un gros avantage. Et il faut le dire. Sans vouloir revenir sur ce que Babou Eric a dit, c'est vraiment, je veux féliciter le staff. Parce qu'on ne l'a pas assez dit, c'est vrai, tout le temps, on tire sur Julien Chevalier quand ça ne va pas, mais quand ça va, il faut féliciter son staff. Parce que je le dis, quand il a été éliminé en Ligue des Champions, il a dit lui-même, mon équipe est taillée pour jouer la Coupe CAF. On n'avait pas cru en lui. Il a fait le travail qu'il fallait. Il a écouté le peuple qui lui a parlé, le peuple de la SEC qui lui a parlé, c'est vrai. Il a fait les remplacements qu'il faut. Et voilà, le résultat est là. D'accord. Oui. Alors, on connaît désormais les 8 qualifiés pour ces quarts de finale. On va regarder un petit peu groupe par groupe. On commence avec le groupe A. Donc, les 2 qualifiés sont le club sud-africain de Marumo Gallants et le club algérien de l'USMA. Dans le groupe B, c'est la SEC et le club nigérian de Rivers United. Dans le groupe C, le club marocain du Phare de Rabat et le club égyptien donc des Pyramides qui sont qualifiés. Dans le groupe D, le club tanzanien de Young Africans et le club tunisien de l'US Monastir. Est-ce qu'il y a des surprises pour vous ou pas ? Non, moi je ne dirais pas qu'il y a des surprises. Je remarque surtout qu'il y a de gros calibres. Même en deuxième position, ce sont des grosses machines. Ça veut dire que le niveau va monter, forcément. Et la SEC devra se mettre à ce niveau-là. On a vu des garçons qui sont sortis, en tout cas pour cette phase qualificative, avec beaucoup de confiance. Et on sent une bonne équipe qui s'est mise en place. L'entraîneur, un groupe soudé. L'entraîneur, on a l'impression qu'il est vraiment en symbiose aujourd'hui avec son équipe. C'est une bonne chose. Mais là, c'est une autre... C'est une autre musique, on va dire, parce que là, en face, il y a du gros calibre. Eh bien oui. Allez, on en a fini avec la Coupe de la Confédération. On va parler à présent de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le mardi dernier, la Côte d'Ivoire se déplaçait à Moroni pour y affronter les Comores. Au terme de 9 minutes, les éléphants se sont imposés. 2-0 grâce à Ibrahim Sangaré et Franck Caissier. Alors messieurs, quel bilan est-ce que vous faites de cette trêve internationale en ce qui concerne les éléphants? On commence avec vous, Roland. C'est une bonne campagne. 2 matchs, 2 victoires. Ça donne de la confiance. Même si on sait qu'en face, c'était 2 niveaux différents. Il faut qu'on soit honnête. Quand on regarde la valeur marchande de l'équipe de Côte d'Ivoire face à elle, celle du Comore, c'est deux calibres différents, il faut le dire. Maintenant, je pense que l'entraîneur a voulu essayer un groupe. Il a fait jouer des joueurs qu'il n'avait pas encore vus. Ça a permis de libérer certains. On a vu Christian Kwame qui a fait une belle prestation ici, une belle prestation à Moroni. Quand bien même qu'il n'est pas forcément titulaire dans son club, mais il a montré qu'il a une bonne panel. On peut l'exploiter. Et je veux dire félicitations aux éléphants. Alors Eric, quels sont les joueurs ou les compartiments de jeu qui vous ont satisfait? Oh, je ne dirais pas que, comme l'a dit, c'est le Comore. C'est vrai qu'il faut faire le travail. Souvent, quand tu es petites équipes, c'est souvent des gros pièges aussi. Il faut pouvoir les battre. Ce n'est pas toujours évident. Et là, la Côte d'Ivoire fait le boulot.
2 matchs, 2 victoires. Et je pense que ce que moi je retiens pour cette trêve-là, c'est vraiment la confiance engrangée. Les attaquants, Kwame, tu étais dans le doute, tu marques des buts, alerte, tu arrives, tu marques. C'est vraiment de la confiance à tous les niveaux. Maintenant, en termes, on va dire, de qualité, pour juger, pour être pertinent dans les compartiments, je pense qu'il faudra repasser. Voilà, il faudra attendre un match un peu plus corsé pour avoir une idée précise. Je n'ai pas été rassuré par la défense, ça c'est clair et c'est pas nouveau. Je pense que ça se répète, il faudra être un peu plus performant. Mais je pense qu'on jugera cette équipe-là peut-être après, quand une équipe un peu plus dure, avec des attaquants un peu plus percutants, de gros calibre, on se fera une idée précise sur les capacités de notre équipe. D'accord, très bien. Cette 4e journée a été pleine de rebondissements. Eh bien, je vous propose de faire le point avec Armel Yao et Moon. Regardez. La 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023 se sont jouées il y a une semaine. Cette journée a été décisive pour des sélections. On se fait un point. Battu par la Guinée-Bissau lors de la 3e journée, le Nigeria s'est repris au match retour. Les Super Eagles se sont imposés 1-0 grâce à une réalisation de Moses Simon. En tête du groupe B, le Burkina Faso a été tenu en échec par le Togo, un but partout. Dango Ouattara a ouvert le score pour les étalons. Kodjo Fodoloba a égalisé pour les éperviers. Mauvaise passe pour le Cameroun qui s'est incliné à Johannesburg face à la Namibie. Peter Chaloulile et Absalom Nanjana ont mis les Braves Warriors sur orbite. Vincent Aboubakar a limité les dégâts pour les Lions indomptables qui perdent du coup la première place du groupe. Le choc entre les Black Stars du Ghana et les Palancas Negras d'Angola a accouché d'un match nul. Au but de Lucas Joao a répondu Asman Boukari. L'invincibilité des Fennecs dans ces éliminatoires se poursuit. L'Algérie a dominé le Niger grâce à un but de Bagdad Boudendja. Les hommes de Jamel Belmadi enchaînent ainsi une 4e victoire consécutive en autant de sorties dans la compétition. Les Aigles ont, quant à eux, volé très bas face aux Scorpions. Le but du défenseur central Omar Collé a fait l'affaire de la Gambie. Malgré cette défaite, le Mali conserve la tête du classement de sa poule. La Tunisie a assuré l'essentiel face à la Libye sur la plus petite des marques. Les Aigles de Carthage ont dominé les Chevaliers de la Méditerranée grâce au sociétaire du stade tunisien, Heitam Jouini. L'Afrique du Sud réalise la belle opération de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Bafana se sont imposés face au Libéria 2-1. Milali Mayambela et Sakele Lepassa ont inscrit les buts sud-africains. William Gebor a sauvé l'honneur pour le Libéria. Les Lions de la Teranga, toujours invaincus, le Sénégal a battu le Mozambique grâce à une réalisation de Boulaïdia, un succès qui permet au champion en titre d'enregistrer sa 4e victoire d'affilée. Au terme de cette 4e journée, 6 pays ont déjà accroché leur billet pour la plus grande fête de football en Afrique. Il s'agit du Maroc, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, du Sénégal, du Burkina Faso et de la Tunisie. Prochaine journée en juin. Alors, on vous le disait, hein, donc une 4e journée pleine de rebondissements avec quelques surprises, notamment cette défaite du Cameroun. Alors, un petit mot, un petit commentaire dessus, oui, Eric. Pour moi, c'est la grande inquiétude, parce que je n'imagine pas la CAN en Côte d'Ivoire sans le Cameroun, surtout qu'on leur a réservé un hôtel derrière Benjerville. Il faudra qu'ils viennent. Il faudra qu'ils viennent. Ne dites pas ça. C'est difficile, mais j'espère qu'ils viendront. Mais aussi, il ne faut pas se tromper. L'équipe de la Namibie, c'est une grosse équipe. En petite nation, peut-être on le dira comme ça, mais c'est une grosse équipe parce que ça fait pratiquement 4-5 ans que les mêmes joueurs jouent ensemble. Et puis, il fallait voir le présage déjà. À l'aller, ils ont dominé le Cameroun. C'est dans les dernières minutes que le Cameroun a égalisé. Au retour chez eux à Windhoek, 2-0. C'est dans les dernières minutes que, donc, si on veut regarder, l'équipe de la Namibie sur ces 2 rencontres était supérieure au Cameroun. Maintenant, l'inquiétude, c'est le fait de regarder le coach qui n'a pas encore mis sa patte sur cette équipe-là.
on ne sent pas un Cameroun qui est dominateur, ça il faut le dire. Et toutes les équipes peuvent se frotter à elle. C'est le sentiment qu'ils ont maintenant. Donc je pense qu'il faut un travail, un foncier, pour ramener rapidement le Cameroun dans le train, sinon... Espérons qu'il reste comme ça, hein, c'est bon. on continue sur cette lancée-là. On veut un Cameroun en Côte d'Ivoire. On ne va pas dire que ça fait nos affaires, mais presque. Mais bon, presque. Voilà. Alors, en ce qui concerne les éléphants, on a vu quand même qu'il y a eu un fait nouveau avec la titularisation de Ayayi Folly, qui a joué son premier match en sélection A lors de cette 4e journée. Eh bien, on a tenu à ce que vous vous exprimiez concernant le poste de gardien de but, qui doit être titulaire dans le but des éléphants. Eh bien, nombreuses ont été vos vidéos, les meilleures compilées par Marco Seri. C'est dans Facecam, regardez. Je valide Charles Folly Ayayi comme gardien titulaire dans les buts des éléphants de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, l'entraîneur doit lui confier les tâches des prochains matchs et permettre à Charles de démontrer toutes ses qualités et de faire de très belles performances. Charles est un gardien grand, le type de gardien que la Côte d'Ivoire tend à chercher. Charles est un gardien très à l'aise dans le domaine aérien, rassurant, il a de beaux réflexes au sol et aussi de belles relances. Charles sera ce très bon gardien qui permettra à la Côte d'Ivoire d'aller jusqu'au titre dans cette CAN 2024. J'aimerais que le seul gardien unique titulaire soit toujours Badra Ali, parce que c'est un gardien très performant. Il a de l'expérience, il a beaucoup donné pour la Côte d'Ivoire et c'est un gardien aussi qui fournit assez d'efforts. Voilà, donc il ne faudrait pas qu'il y ait un changement. Moi, je pense que pour le gardien de but des éléphants de Côte d'Ivoire, on devrait maintenir Badra Aliou. C'est vrai, Folly Ayayi a joué un match, il a très bien joué, il n'a pas encaissé de but, mais je pense que lui, il a encore de l'avenir, il a encore beaucoup d'années à faire avec les éléphants. On vous suit depuis le Burkina Faso. Vous voyez, je porte le maillot des étalons du Burkina pour vous dire que les étalons aussi arrivent en force. Donc, il faut un très bon gardien dans les pêches ivoiriennes. Donc, moi, je souhaite que ce soit Badra. Moi, j'aimerais que Badra soit le numéro 1, et Folly soit le numéro 2 et Tapé soit le numéro 3. Gardien titulaire de cette année, c'est Badra Ali, Sangaré Badra Ali. Moi, je pense qu'on a déjà de très grands gardiens, notamment avec Charles Folly qui a réalisé un parcours exceptionnel en Ligue des champions africaine avec la SEC. Seulement, l'entraîneur doit faire tourner avant la CAN. C'est-à-dire tout le monde doit être concerné, tout le monde doit être prêt psychologiquement, physiquement. Dès qu'on te met, tu prouves. Et surtout, ne pas négliger aussi Badra Ali. Voilà, on se souvient tous en 2015, lorsque Kopa Baré nous a offert la Coupe d'Afrique. Moi, ma préférence, je pourrais faire qu'on titularise, qu'on donne la chance à ce jeune et talentueux gardien, Ayayi Folly. Moi, je pense qu'avec le temps, si on lui donne sa chance avec le temps, il va accomplir beaucoup de choses. J'aimerais qu'on prenne le gardien Ayayi Folly, parce que c'est un bon gardien. On l'a vu lors de la compétition CHAN. Il a prouvé qu'il est fort. Donc vraiment, c'est lui mon choix. Il est fort, il est bon. Moi, je pense que Ayayi Folly doit être titulaire. Il est sincèrement et sûrement fort que Badra Ali. On n'a pas besoin de grands diplômes pour être titulaire en équipe nationale. Le match face au Comores, il n'a encaissé aucun but. Pour ma part, je vois que c'est Badra Ali qui va être le gardien titulaire parce que c'est quelqu'un qui est dévoué. On l'a vu dans la CAN passée. Il se donnait à fond, il a donné tout son courage. Donc moi, je choisis Badra Ali comme le gardien titulaire. Je préfère que Sangaré Badra soit le gardien titulaire qui a plus d'expérience et qui peut nous apporter plus. Peut-être que Ira Tapé et Ayayi Folly peuvent suivre l'exemple de Sangaré Badra et avoir plus d'expérience encore pour essayer d'être titulaire dans les prochaines séances. Et moi, mon avis, c'est que je préfère Sangaré Badra comme le gardien titulaire de l'équipe nationale ivoirienne. Ah ben voilà, les avis sont partagés, sont mitigés. Alors forcément, je vais vous poser la même question, messieurs. Quel est votre avis? Qui doit être titulaire dans les perches des éléphants? Déjà, moi, je pense qu'il faut éviter d'opposer les gardiens. Ça, c'est clair.
rien n'interdit d'avoir 2, 3 gardiens de grande qualité. Voilà, il ne faut pas toujours opposer les gardiens. L'expérience nous a montré que celui qui est souvent ignoré, c'est celui-là qui nous gagne la CAN. Rappelez-vous, hein, Copa Barry. Voilà, donc il faut éviter déjà de mettre ces gardiens-là en opposition, ça c'est clair. Maintenant, de deux, je dirais que simplement que Folli Ayayi, c'est un bon gardien, comme Badra. Folli Ayayi a joué que le CHAN. Badra Ali, il a joué la CAN. Badra Ali a joué contre l'Algérie. Le meilleur match des éléphants, le match référence des éléphants, c'est lui. Badra qui était dans les poteaux. Ça veut dire que ce garçon a engrangé de l'expérience. Il a du vécu. Aujourd'hui, l'enlever pour mettre Folli, je me demande, mais qu'est-ce qui peut justifier cela? Donc pour vous, il faut privilégier l'expérience. Évidemment, et les qualités, il les a. Donc il n'y a pas de souci. Roland Danon? Moi, je note simplement qu'on a maintenant, on est en train d'avoir 2 grands gardiens. Un gardien qui a de l'expérience, qui est Badra Ali. C'est vrai qu'un gardien n'est pas à l'abri de faute, mais c'est un gardien sur qui on peut compter maintenant, puisqu'il a plusieurs CAN à son actif. Et on a Folli qui monte en puissance, sur qui on pourra compter dans les compétitions. Voilà. Très bien, donc vous ne vous êtes pas prononcé. Je vois que vous ne vous êtes pas mouillé, messieurs, mais c'est pas grave. Non, c'est prononcé, on dit en numéro 1, Badra, et puis après Folli. Et ensuite Folli. D'accord, voilà. très bien. Allez, on va marquer une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. Alors, il y aura un entretien exclusif avec le joueur oui, je vais y arriver, Ngouan Ruffin, et puis un doc sur Bouaké FC. Voilà, donc restez avec nous, on revient dans quelques instants. On est de retour sur le plateau de NCI Sport. Merci d'être avec nous et on enchaîne tout de suite avec la deuxième partie de cette émission et un entretien exclusif. Au-delà des problèmes d'infrastructure et de formation que connaît le football africain, eh bien, viennent s'ajouter d'autres difficultés, à savoir la maltraitance et le non-respect des engagements des clubs envers les joueurs. Eh bien, c'est le sujet de notre entretien avec l'ancien pensionnaire de Ligue 1, Ruffin Ngouan, qui raconte ses déboires et le calvaire vécu lors de son passage dans le club nigérian de Rivers United. Il s'est exprimé au micro d'Yves Borisvet, Armel Yao, Hervé Kiessé et Marco Seri. Ancien joueur de la SEC de l'Africa Sport, Ngouan Ruffin évoluait jusqu'à récemment au club nigérien de Rivers United. Malheureusement, les choses se sont mal passées. Le joueur dit avoir été victime de maltraitance et d'humiliation de la part des dirigeants de ce club. En témoigne cette vidéo. Pourquoi en est-on arrivé là? Il nous explique tout dans cet entretien exclusif. Champion, comment va? Bien? Comment te portes-tu depuis ton retour au pays? Bien, c'était pas facile pour moi, mais bien. Il y a une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous confirmez que c'est vous qui êtes bien sur cette vidéo? Oui, c'est moi, c'est moi. Expliquez-nous comment vous êtes arrivé dans ce club de Rivers United. Après mon contrat de la SEC, je suis allé directement au Gabon pour Mounana, pour 6 mois, pour la Champions League. Maintenant, on ne s'est pas qualifié. Puis moi, j'ai demandé à rentrer à Abidjan. D'Abidjan, je suis allé en Serbie, de Serbie, Nigeria. C'est là où j'ai signé au Nigeria pour 2 ans. Qui est rentré en contact avec vous? Un manager, on l'appelle Abiola. Ils ont vu mes vidéos, puis ils m'ont appelé directement, ils ont envoyé mon billet, tout ça, puis ça allait. Et quel est le contrat qui vous a été proposé? D'abord, j'ai signé 2 ans. Mais après, la licence, il faut 3 ans. Ça allait me plaindre pour dire non, il y a 2 ans, j'ai signé. Normalement, ils m'ont payé 2 ans, il reste 1 an de contrat. Il me dit, en anglais, tomorrow. Ça veut dire non. Après, tu vois, j'étais là, puis mon contrat est fini. J'ai oublié encore, j'ai signé encore. Est-ce que vous avez une copie de votre contrat? Non, il a demandé. Il me dit, tomorrow, c'est à Abuja. Moi, c'est à Port Harcourt. Il me dit non, demain, il va me donner mon contrat. Toujours, il me dit demain. Bon, c'est comme ça. Et dites-nous, qu'est-ce qui s'est-il réellement passé entre vous et le club de Rivers United? On était champion de Nigeria. Et puis, on nous devait $20 000. Et puis, ça traînait. Et puis, moi, je suis allé parler à la radio. J'ai fini de parler. Et puis, le lendemain, j'étais couché à l'hôtel. Je suis venu me soulever. Et puis, il y a un dirigeant qui voulait se coucher avec moi. 6 mois, on ne me payait pas. Il est venu vers moi pour me proposer ça. Ça m'a traumatisé, mais ça fait que maintenant, Nigeria, ça fait que je suis toujours... Je ne dors pas bien. Je veux forcément écouter la musique, tu vois, ça me mélange, tu vois. Qui sont ceux qui sont venus vous chercher à votre hôtel?
Je ne sais pas. Hein. Il y a des temps tri, d'autres temps, bon, c'est pas une 4-4 pour venir. Bon, ils m'ont minauté, ils m'ont tapé, tout ça. Ils m'ont vidé mon compte, tout ça. Lorsque ce problème s'est posé, vous êtes rentré en contact avec les dirigeants de votre club pour leur expliquer votre situation? Non, j'étais en danger à un moment. C'est comme ça que j'ai fui pour quitter là-bas, j'étais en danger. Normalement, c'est le club qui paie mon billet. Moi, j'ai acheté mon billet, puis j'ai fui. Aujourd'hui, combien vous doit le club de Rivers United? $20 plus 6 mois de salaire. Lorsque vous avez commencé à avoir ces difficultés, pourquoi vous n'avez pas tout de suite avisé la fille pour vous venir en aide? Il faut avoir les preuves d'abord, tu vois. C'est la vidéo là qui m'a arrangé. Le club ne savait pas que moi, il y a la vidéo. Il a demandé pardon, il m'a donné la vidéo. C'est là maintenant, il a envoyé sa série de Moro. Il a vu, il a dit petit, fais tout, tu rentres à Abidjan. C'est comme ça que c'est rentré à Abidjan. Comment vous avez réussi à sortir du Nigeria? C'est un prêt, il a pris. Une femme, elle m'aimait bien. Il est rentré à Abidjan, il va tout gérer. L'hôtel, il a payé 1 200 000 pour sortir. Puis bon, il a acheté mon billet, c'est moi-même. Je suis venu directement à Abidjan. À ce jour, avez-vous des regrets d'avoir opté pour ce club? Beaucoup. Maintenant, je suis obligé de vivre, il demande crédit pour vivre. Ça fait honte. Aujourd'hui, je vois la série Michael, c'est mes amis. Le Gobi Syriac. Souvent, c'est là comme ça, ils disent non, c'est pas normal. Il fait un mauvais choix. Bon, il assume. Est-ce que pendant cette période difficile, vous avez appelé Série Jean-Michel ou Gobi Syriac, par exemple, pour leur expliquer votre situation? Moi, de nature, je n'aime pas demander. Série, pour le voir aujourd'hui, c'est difficile. Si tu veux prendre le numéro de série, pour donner, c'est difficile. J'étais à Boaké. On s'est vu, on a parlé. Moi, il a dit, il y a trop de problèmes à aller là. Il m'a dit, s'il revenait, il faut m'appeler. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas appelé. Bon, il n'y a plus que les repartis. C'est moi et Michael, on se voit. C'est quelqu'un de bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez véritablement? Il veut mon argent. Ce qu'il a dit là-bas, vous m'avez frappé chez vous. Vous venez jouer comme mon club, et puis je jouais là-bas avant. Avant de venir à Côte d'Ivoire, venir mon argent. Maintenant, ils m'ont pris, ils m'ont fait signer un contrat à la force pour dire qu'ils ne doivent pas. Ils étaient obligés de signer. Pas être menacé. Vous avez 32 ans. Oui. Est-ce que vous comptez poursuivre votre carrière? Oui, il y a beaucoup de clubs, qui me veulent. J'attends mes cartons pour le signer. Grand Ruffin, merci beaucoup. Voilà, pas facile, hein, en tout cas, pour Gohan Ruffin. Est-ce que vous pensez qu'il a commis des erreurs? Si oui, à quel niveau, Roland? Déjà, c'est une histoire qui est déplorable. Oui, des erreurs, je dirais, élémentaires, les joueurs, ils en commettent tout le temps. C'est d'abord le fait de signer un contrat et n'avoir pas une copie avant même de commencer à jouer. C'est comme un employé qui rentre dans une entreprise sans avoir pris son contrat et il commence à travailler. Ça, c'est un problème déjà. Il y a le suivi. Je dirais le suivi, quel agent qui le fait signer? Est-ce que c'est son agent? Bon, il a parlé d'un certain Abiola, qui je pense qu'il est au Nigeria, qui l'appelle, il se déplace seul, sans que quelqu'un l'accompagne. Voilà, même un membre de la fédération ou bien un agent de la fédération l'accompagne. Ça, c'est la deuxième erreur. La troisième erreur, même menacé, je dirais même menacé, il n'aurait pas signé. Parce que c'est vrai qu'on va dire plein de choses, mais en justice, la preuve, elle est écrite. Ils peuvent prouver qu'il n'a pas été menacé. Bon, peut-être qu'il y a la vidéo qui montre qu'il a été sorti manu militari de l'hôtel, qui peut l'arranger, mais je pense que déjà ces trois erreurs-là, Oui, évidemment qu'il y a eu quelques erreurs de la part de Ngouan, mais ça ne justifie pas et ça ne va pas exonérer cette équipe-là de tout ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas possible. On ne peut pas traiter un joueur de la sorte. Et puis, il faut rester dans le contexte. Vous savez qu'en général, c'est très difficile pour les joueurs de se retrouver dans une situation. Il y a des opportunités qu'ils veulent saisir. Ils ont des envies. Ils ont envie de prospérer, de jouer dans des grands clubs. On leur promet des choses. Donc, très souvent, c'est difficile. Imaginez, il peut perdre sa vie, simplement parce qu'il refuse de signer. Il peut avoir un accident juste à la sortie. Et après, c'est fini. Donc, vous comprenez que c'est un contexte qui est pénible, difficile pour ces joueurs-là. Souvent, ils sont abandonnés à eux-mêmes. C'est des intermédiaires qui disparaissent juste après. Donc, c'est souvent pas facile. Voilà. Donc, il faut comprendre le contexte.
comprendre un peu l'acte de ces garçons-là, mais ça ne peut pas exonérer cette équipe-là. Ces dirigeants ne sont pas à la hauteur et je pense que la CAF et la FIFA doivent réagir. Alors, est-ce que vous pensez justement qu'il aura gain de cause dans la mesure où il dit avoir signé quand même sous la pression un renoncement à tout ce qui lui est dû? Pris sur un autre angle, vu qu'il y a eu la preuve de son expulsion, Manu Miltari, je pense que si la saisine est faite dans les normes auprès de la CAF et suivie par la FIFA, il faut le dire comme ça, parce que ça devient maintenant un problème national. Au-delà de l'agent de joueur qui l'a fait signer, le joueur lui-même qui a voulu s'expatrier et tout ça, ça devient un problème national. La FIFA doit s'en saisir. Ce n'est pas que la FIFA seule, parce que la FIFA seule, je pense qu'en termes de pouvoir juridique, ne peut pas rester au niveau même de la CAF. C'est la FIFA qui doit s'en saisir et pouvoir régler ce problème-là avec la CAF et permettre aux joueurs de pouvoir avoir gain de cause. Bon, en tout cas, on lui souhaite beaucoup de courage à Ngo Ruffin. Allez, sans transition, on va enchaîner à quelques journées de la fin de la phase retour de la Ligue 1 ivoirienne. Eh bien, plusieurs clubs se battent pour assurer leur maintien. C'est le cas de Bouaké FC. Les dirigeants ont changé d'entraîneur dans l'espoir de redonner un nouvel élan à leur équipe d'ici la fin de la saison. Qui est ce nouvel entraîneur? Quelle est sa méthode de travail pour redresser la barre? Eh bien, les réponses dans ce doc signé Yves Borisvet, Marco Seri et Eustache Niaba. Club phare de la région du Baké, Bouaké Football Club connaît une saison en dents de scie cette année. Au classement, l'équipe occupe la 12e place après 22 journées. Un rang peu honorable pour les Boakois qui s'éloignent de leur objectif, celui de jouer une Coupe africaine la saison prochaine. Nous sommes à Bouaké, la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Son équipe de football, Bouaké FC, fait partie de l'élite ivoirienne. Cette saison, les choses ne se passent pas vraiment bien. D'ailleurs, le vent du changement a soufflé sur le banc de touche de la formation du centre du pays. À la tête de l'encadrement technique de l'équipe, depuis le début de la saison, Jean-Baptiste Aka a été remplacé par Yaya Koné, un enfant de la maison. Sa mission, redonner un nouveau souffle à l'équipe. Ce matin, il dirige l'une de ses séances quotidiennes d'entraînement. Il dispose de très peu de temps pour bâtir l'équipe voulue. Il est donc à la tâche. Die les gars, die. Pépé c'est lent. Bien joué Mohamed, bien joué Koné. Bien d'atelier. Mon retour à Bouaké Football Club n'était pas du tout prévu. Parce que comme vous le savez, après la belle campagne que j'ai menée au Burkina Faso, en finissant vainqueur de la Coupe du Faso, j'ai été contacté par l'équipe de l'entente sportive de Bafing. Et évidemment, comme vous le savez, l'histoire a tourné très court. J'étais sur le carreau lorsque le président Issa Diabaté, qui me connaît très bien, a dû me faire appel pour venir éteindre le feu qui brûlait un peu dans la maison. Akiman, tu te projettes un peu plus, comme on l'a vu hier. D'accord, je veux que tu sois très offensif. Je veux voir un surnombre dans la surface de réparation adverse. Et je veux voir la défense soutenir toujours les actions offensives. Je ne veux pas voir des cassures entre les différents compartiments. Le diagnostic relatif aux 5 dernières journées en Ligue 1 de Bouaké FC est inquiétant. Une victoire, un nul et 3 défaites. Sur l'ensemble de la saison, c'est 6 victoires, 6 nuls et 10 défaites. Les raisons de ces mauvais résultats sont multiples. Mais une chose revient dans les analyses, le déficit mental de l'effectif. Tout de suite, je me suis rendu compte que les jeunes gens, moralement, avaient pris un coup quand même, au vu donc des différentes défaites qu'ils ont eu à accumuler. Les matins, nous sommes obligés de nous réveiller très tôt. Et puis, les embouteillages, voilà, la fatigue, il y a le stress. Et puis, tout le monde n'est pas amené à supporter ça aussi. Voilà, d'autres qui arrivent à supporter, c'est pas facile. Et tout de suite, pour moi, il s'agissait d'attaquer cet aspect psychologique des joueurs. Essayer de leur redonner la motivation, essayer de leur redonner la joie de jouer. Bien joué, super. Chez les supporters, on a conscience que l'équipe connaît une saison compliquée, mais on ne cède pas au découragement.
Ce que moi je pense vraiment de l'équipe de Bouaké est que là, ils ne se donnent pas à fond dans le match. Le football, c'est le collectif. Chacun veut dribbler, chacun veut montrer ses talents. Alors que ce n'est pas ça. Bon, nous, les supporters, on est là, on regarde le match. On a besoin de la soutenir parce que c'est notre équipe. Nous, les supporters, nous avons pris l'engagement d'être à un pas des joueurs, à un pas de l'équipe, à un pas du président. On a mal commencé le championnat, mais je pense que par la grâce de Dieu, nous allons terminer ce championnat-là en beauté. Plus qu'un nouveau souffle, il faut une nouvelle dynamique, un nouvel état d'esprit à Bouaké Football Club pour améliorer ses performances et espérer progresser au classement. Pour nous, il fallait s'attaquer d'abord à mettre en place, à bien coordonner les phases de transition offensive, défensive, offensive. Il nous fallait aussi travailler, mettre un point d'honneur à travailler au niveau de la défense. Voilà, parce que l'équipe de Bouaké cette année a fait confiance à des jeunes défenseurs qui pour la plupart sont à leur première expérience. Tout de suite, qu'est-ce que je demande? Marquage de zone. Donc tout de suite, tu sors là, malgré qu'il est là, tu ne restes pas derrière. Je veux que tu viennes, tu fermes l'espace qui est là. Bayo, tu viens, tu rentres là. Tu fermes le jeu. Évidemment, le bloc équipe coulisse. On coulisse là, tout de suite, côté ballon, on coulisse côté ballon. C'est un entraîneur qui écoute énormément, voilà, qui insiste beaucoup sur le jeu, comment se faire confiance, comment arriver à se toucher, moi et puis mes coéquipiers. Voilà, surtout ne pas balancer, prendre du plaisir. On a dû prendre vraiment ces quelques jours-là pour vraiment bosser sérieusement avec la défense, essayer de travailler un peu la couverture, et travailler un peu tout ce qui rentre donc dans la défense, dans la mise en place d'une défense des zones. À 8 journées de la fin de la Ligue 1, les chances pour Bouaké FC d'atteindre le top 4 pour participer aux play-offs du championnat semblent compromises. Alors, la Coupe nationale apparaît pour les dirigeants comme une bonne alternative pour atteindre leur objectif majeur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Messieurs, alors Yaya Koné qui remplace Jean-Baptiste Aka en tant qu'entraîneur de Bouaké FC. Est-ce que c'est le bon profil justement pour sauver le club? Yaya Koné, il a dit lui-même, il fait son retour dans le championnat ivoirien avec pas beaucoup de réussite avec Bafing. Les résultats n'ont pas été fameux. Et donc là, c'est un enfant de la maison de Bouaké. Il retourne à la maison. Je pense qu'il maîtrise l'environnement. J'espère en tout cas que ça va marcher, mais il sera jugé au résultat. Voilà, on rentre dans la dernière ligne droite, pratiquement des championnats. Donc je pense qu'il aura du boulot. J'espère en tout cas pour Bouaké que ce sera l'homme de la situation. Mais je pense que les dirigeants devront aussi se soucier des conditions de travail. Quand vous regardez le lieu d'entraînement, la pelouse, après se retrouver au champ pro, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut régler. Ce n'est pas seulement la qualité des joueurs, mais il y a les conditions de travail qui sont très importantes. Et là, regardez où Bouaké s'entraîne, les conditions, je pense qu'on peut faire mieux. Il faudra que tout le monde se mette au diapason pour avoir les résultats escomptés. Il ne faut pas penser à virer l'entraîneur après alors que toutes les conditions ne sont pas réunies. Alors justement, le nouveau coach a parlé d'un déficit au plan mental pour expliquer les mauvais résultats de Bouaké FC. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou il y a d'autres choses qui pourraient expliquer justement ces mauvais résultats? Je pense que l'entraîneur a voulu englober un certain nombre de paramètres qu'il ne veut pas forcément éluder. Le fait est que quand un joueur n'est pas motivé, c'est peut-être parce que l'environnement au niveau des dirigeants n'est pas assuré. Il y a, comme Eric l'a dit, il y a l'environnement de travail, le terrain sur lequel on s'entraîne et tout ça. Il y a les conditions de préparation de match, d'avant-match et tout ça. Donc c'est vrai qu'il a constaté qu'il y avait un déficit psychologique. Il fallait travailler dessus. Et puis aussi qu'on n'a pas de bons résultats. Naturellement, on perd un peu la confiance et il doit travailler dessus. C'est un enfant de la maison. Je pense que c'est avec Bouaké qu'il avait fait ses meilleurs résultats avant de partir. Et je pense qu'il pourra remettre l'équipe sur les rails. Oui, et puis c'est surtout bien que Bouaké jouera, je pense, à Yamoussoukro, si je ne me trompe pas. Ils seront pas loin de leur domicile. Oui. C'est déjà pas mal, à eux de capitaliser dessus et puis se mettre à bosser. Comme je l'ai dit, c'est la dernière ligne droite. Il faudra donner tout, il faut être au maximum. Et puis, ils ont la chance d'avoir un attaquant qui fait partie des meilleurs buteurs du championnat. Oui, il est bon. Lamine, Lamine, c'est un très bon attaquant. Quand vous le voyez jouer, il est costaud, il a de la mobilité, il est efficace. Je pense qu'il peut bâtir autour de ce garçon-là pour être plus efficace. D'accord. Bon, allez, on va regarder le programme de la 23e journée de Ligue 1. Vendredi, au stade Robert Champroux, Stella Club face à la FAD. Et puis, Soleil
FC face au CO Korogo. Samedi, au Champrou, l'AS Denguélé affrontera la SOA et la Zida Bengoro sera face à l'US Bafing. Et puis au stade Biakaboda de Gagnois, donc le SC Gagnois face au RCA. Dimanche, au stade municipal de Yamoussoukro, Bouaké FC face au FC San Pedro. Et toujours dimanche, au stade Robert Champrou. Le stade d'Abidjan face à l'USC Bassam et le Lys Sassandra face à la SEC Mimosa. Un gros match, hein. Lys Sassandra, l'équipe du peuple contre l'équipe du peuple. C'est un gros match à suivre. D'accord. Allez, on enchaîne. Bah oui, hein, oui, on a plus beaucoup de temps à passer ensemble, donc on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Après la trêve internationale, hein, la Ligue 2 a repris ses droits le week-end dernier avec la 20e journée. Dans la poule A, l'Africa Sport a battu le WAC 1-0. Une victoire qui permet aux Aiglons de réduire leur écart de 3 points sur le leader Zomo FC qui a 36 points. Et les autres résultats de la poule, hein, donc l'Amphira Sport, Ouragayo, donc 1-2. Zomo FC a battu les FIM 1-0. La DFK a battu l'Espérance de Boaké 1-0. Agir de Guibéro a battu le CO Boisflé 1-0. Et ici à Oisy, ES Bingerville, eh bien, c'est ce soir. Voilà, on n'a pas encore le résultat. Et puis au niveau de la poule B, hein, Yamoussoukro est venu à bout du CO Sport 3-2 quand le leader Iska et son dauphin Mouna FC ont coincé respectivement face à Kozap 2-2 et US Fermier 1-1. Et pour le reste, Guéry a battu Aboisseau 2-1. Tabo a battu Sirocco FC 3-1. Et on n'a pas non plus le résultat donc, de Tanda face à Adiaké. Bon, on vous le communiquera dès qu'on l'aura. Voilà. Alors l'Africa Sport, 33 points, ne compte que 3 points de retard sur Zoman. Donc il y a 36 points. Est-ce que vous pensez que les Aiglons peuvent remonter en Ligue 1? Vous comprenez pourquoi le week-end a été fructueux. Évidemment, c'est pas loin, il reste que 3 points. Ce sera âprement disputé. Hein. Les dernières journées seront vraiment âprement disputées parce que Boisflé et Zoma ne se le seront pas faire. Hein. Donc vraiment, ces journées-là seront vraiment à suivre. Ouais. Et puis dans la poule B, hein, c'est aussi tendu. Hein. Liska, 41 points. Mouna et Yamoussoukro, 36 points. Vous voyez qui remporter la mise? Ce serait maladroit de ma part de dire qui va remporter la mise, mais on a un trident très prometteur. Mouna, de peu, l'année passée, ratait sa montée en Ligue 1. Yamoussoukro aussi, qui est resté sur le pied du podium, j'ai envie de dire, parce qu'il y a eu une forme de carré d'as où on a pris seulement 3 équipes pour jouer. Et c'est une équipe qui a envie de monter aussi. Iska qui monte de bonnes dispositions cette année. C'est du solide. Oui, c'est de bonnes dispositions cette année. Donc, ce serait très malin de dire que c'est Iska. C'est très disputé. On attend les dernières journées pour se prononcer. Alors, une Ligue 2 qui est quand même marquée par des voix qui s'élèvent contre l'arbitrage. Et bien, vous êtes là sur le plateau, ça tombe très bien, Roland Danon. Est-ce que vous comprenez quand même qu'il y ait ce grincement de dents autour de l'arbitrage en Ligue 2? Déjà, c'est vrai, on va dire que c'est un arbitre qui parle. Mais je veux féliciter les arbitres de Ligue 2. Les arbitres de Ligue 2, les arbitres de Côte d'Ivoire en général. Parce que, vous savez, on travaille dans des conditions assez difficiles et on fait des performances. Je comprends les dirigeants qui se plaignent parce qu'il y a la compétition, il y a l'enjeu. Et la Ligue 2 est quand même l'une des compétitions, l'un des championnats les plus disputés. Ils ne savent pas qu'on se cache. Et les équipes se tiennent. Quand on va avoir les points, on voit bien que c'est une différence de 3, 2, 1 point. Voilà, c'est vrai qu'on fait un match sans forcément faire une erreur d'arbitrage. C'est rare, je le dirais comme ça. Maintenant, de là à jeter la pierre à l'arbitre parce que c'est l'arbitre qui a fait qu'on a perdu le match, souvent, c'est... Voilà, j'ai discuté avec certains dirigeants, certains supporters, souvent. Je leur dis, s'il y a des erreurs, je suis d'accord. Mais envoyez-nous les preuves, les images qui nous permettent de prendre des décisions. Parce que chez nous, quand une décision d'arbitrage est mal prise ou est mal faite et elle entraîne le changement d'un résultat, alors l'arbitre est en faute. Mais lorsqu'il prend une décision qui, quand même, n'a pas influé sur le résultat du match, on commet ça sur des faits de jeu. D'accord. Voilà. Bon, c'est l'ancien arbitre international qui nous a parlé ce soir. Très bien. Allez, de la Ligue 2 masculine à la Ligue 2 féminine, eh bien, il n'y a qu'un pas, puisque les dames ont également disputé la 2e journée du championnat de Ligue 2. Voici quelques résultats. Alors, Jacquesville face à Benkadi, donc 2-0 pour Benkadi. La SEC Mimosa a atomisé IRI FC
11-1. Grand Bassam 12-0 face à Saba FC. Et puis voilà, donc vous voyez hein, le tableau des résultats. Alors rapidement, messieurs, hein, la SEC, toute nouvelle hein, dans ce championnat féminin, enregistre 2 lourdes victoires, hein, 11 buts à chaque fois. Un petit commentaire. Je dirais que la SEC se donne les moyens hein, de prendre le dessus hein, sur toutes les autres équipes. C'est une très belle équipe. On voit prolifique, marque beaucoup de buts. Ah bah oui. Une très belle équipe. Et puis bon, ça présage d'un championnat féminin encore plus disputé. Oui. Roland? Oui, c'est que ça, on voit bien la différence de niveau. Et la SEC a préparé son coup depuis longtemps. Hein. Depuis longtemps avec une ex-sélectionneur, Koudunian Adelaide, qui est l'entraîneur. Et je pense qu'ils sont dans les moyens. C'est clair que l'objectif, c'est de la monter tout de suite. Et les scores aussi le disent clairement. 11-1, 12-0, c'est des scores vraiment très fleuves. Ça montre la différence de niveau entre les équipes. Et bon, c'est vrai qu'il fallait faire la compétition. Hein, sinon, on pourrait dire directement la SEC monte, telle équipe monte. Mais il faut faire la compétition. Et on voit bien qu'il y a la différence de niveau. Bravo à la SEC. Il faut remarquer le sérieux, hein, comme d'habitude, qui est mis dans, on va dire, dans la préparation de l'équipe, l'organisation qui est mise autour. Et c'est un peu cela qui déporte encore une fois avec cette équipe féminine. Donc il y a vraiment un sérieux dans l'organisation. Et ça, c'est pour ça que la SEC va forcément arriver en première division. Et puis, on sera surpris de les voir encore à la tête, mais ce ne sera pas une surprise parce qu'ils se donnent vraiment les moyens. C'est clair ce qu'Éric dit, parce que je ne travaille pas un secret. Oui. Vous savez, j'ai participé à la formation sur les lois de jeu avec les joueuses. Donc, vous comprenez bien que la SEC met les moyens, voit bien que les joueuses, pour jouer, il faut qu'elles connaissent les règles. Et on a participé à cette formation. Eh bien, ça se voit. Voilà ce qu'on pouvait vous dire hein, donc, concernant la Ligue 2. On va marquer une nouvelle pause. Oui, juste après, hein, il y aura NCI Sport News. On va parler du tournoi Montaigu également. Et puis, on terminera avec un petit Thermopro. Voilà. Allez, restez avec nous. On revient dans un instant. Troisième et dernière partie hein, de ce numéro de NCI Sport. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Il nous reste, quelques minutes à passer ensemble. Et on va passer aux performances de nos pros. Bah oui, puisqu'après la trêve internationale hein, pour la fenêtre FIFA, nos internationaux se sont montrés décisifs avec leur club. Armel Yao et Marco Seri nous donnent les détails de leurs prestations dans Thermopro. Après la trêve internationale, place au championnat. Qu'ont fait les pros ivoiriens en France, en Suisse, en Belgique, en Angleterre et en Italie. Débutant ce Thermopro par la Suisse, où Sio Giovanni est en forme. L'attaquant ivoirien a inscrit son 7e but de la saison lors de la 26e journée de Super League face à Lucerne. Il a contribué à la victoire 2-1 du FC Sion, qui n'avait plus gagné depuis octobre 2022. Toujours en Suisse, Chris Bedia connaît un temps clément. Pour son 13e match de la saison, l'Ivoirien a inscrit le but égalisateur pour Servette FC face à Young Boys. C'est sa 6e réalisation de la saison. Mauvais temps pour Wilfried Zaha, qui s'est blessé le week-end dernier en championnat face à Leicester City. L'international ivoirien a quitté les siens avant la fin de la première mi-temps. Le lendemain, sur Twitter, Zaha a promis revenir plus fort. Temps mitigé pour Jean-Philippe Crasso, auteur d'une passe décisive pour l'ouverture du score d'Ibrahima Ouad. Terminant par l'Italie, où il fait beau pour Jérémy Boga, l'international. Et ben voilà, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais en tout cas, on est là, on vous donnera chaque semaine des nouvelles de nos pros ivoiriens. Et on va enchaîner avec le dernier sujet de la soirée. Il s'agit évidemment du tournoi Montaigu, puisque la sélection de Côte d'Ivoire des moins de 16 ans a renoué avec ce prestigieux tournoi de Montaigu. Absent depuis 2019, les Éléphantos étaient face à la Roumanie, score final 1 but partout. Alors messieurs, déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des Éléphantos? Déjà, il faut saluer le fait que les équipes de jeunes commencent à revenir, parce qu'on l'a décrié depuis un bon moment, et déjà, c'est une très bonne chose, surtout ce tournoi où la Côte d'Ivoire était pratiquement exclue. Donc, c'est un très bon retour, et c'est un très, très bon tournoi où les joueurs arrivent à se juger, et c'est une très bonne chose. Maintenant, en termes de performance, ces garçons, ils ont fait le boulot. C'était un match difficile, mais ils ont pu tenir la dragée haute à cette belle équipe européenne. 1-1 pour un début, c'est pas mal. Alors,
bon, c'est vrai, vous êtes très optimiste, hein, c'est très bien ce que vous dites, sauf qu'il y a quand même une question qu'on se pose. Sur quelle base les joueurs sont sélectionnés dans la mesure où on n'a pas de championnat U16 ici en Côte d'Ivoire? Donc, comment est-ce qu'on a pu former une équipe qui a pu participer ou qui peut participer justement à ce prestigieux tournoi? On a la chance d'avoir au niveau des organisations locales, les associations des centres de formation qui ont leur organisation propre et qui font des championnats, qui font des regroupements. Et ça permet à la DTN de faire des regroupements et détecter des joueurs à chaque fois, faire des regroupements et sélectionner à la fin les joueurs qui sont capables de représenter la Côte d'Ivoire. Donc, malgré qu'il n'y a pas de championnat organisé par la fédération, les associations des centres de formation ont des associations propres. Ils organisent des compétitions et c'est à partir de là que la DTN sélectionne des joueurs qui peuvent représenter l'équipe nationale. Oui, mais est-ce que le DTN a quand même le temps de faire le tour de toutes ces associations? Parce qu'on imagine qu'il y en a quand même un sacré nombre. Finalement, sur quelle base est-ce qu'on sélectionne ces jeunes? On espère qu'il a le temps. Sinon, je ne sais pas ce qu'il fait là. Et c'est son rôle. Voilà. Et il doit prendre le temps pour visiter tous ces centres de formation qui ont pignon sur rue, parce qu'il y en a beaucoup, hein, évidemment, oui. Mais ce n'est pas tous ces centres de formation qui sont reconnus par la fédération. Voilà. Il y a certains centres de formation qui sont reconnus, qui sont bien organisés, qui ont des joueurs qui sont là, et puis depuis un moment, quand même, les entraîneurs qui sont à la tâche, qui sont dans la DTN, ont du vécu avec ces jeunes-là. Quand vous prenez, ces entraîneurs qui les accompagnent là, ils les côtoient, ils les connaissent plus ou moins depuis un bon moment, ils connaissent ces centres de formation. Donc, ils ont une liste de certains joueurs qui suivent depuis un moment. Et puis, comme on l'a dit, hein, c'est une reprise véritablement. Je pense que petit à petit, les choses vont se mettre en place. Déjà, au niveau des U23, je crois qu'il y a un championnat qui se joue déjà. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure, il faudra descendre pour qu'on ait un championnat des jeunes qui est bien... U20 qui a démarré. Il faudra descendre au fur et à mesure pour avoir un championnat de jeunes qui est bien organisé. Mais je pense qu'ils ont la matière. Et l'entraîneur, la DTN est au travail, je pense. Et il doit se donner le temps de visiter tous ces jeunes-là. Sinon, il est là pourquoi? Bon, en tout cas, la deuxième sortie des Éléphantos est prévue ce mardi, donc demain, contre le Mexique. Et le dernier match de poule des Éléphantos se jouera le 6 avril. Ce sera contre le Maroc. On vous donnera des nouvelles, bien évidemment. Allez, on ne saurait terminer cette émission. Oui, sans un petit NCI Sport News. Oui, plusieurs événements ont animé cette semaine sportive. Armel Yao et Moon nous font le point. Regardez. Tour d'horizon de l'actualité sportive dans NCI Sport News. Handball, les vainqueurs de la Supercoupe. Vainqueurs de la Supercoupe 2022, Bandama de Tiasalé en dames et Don Bosco en hommes ont remis le couvert pour l'édition 2023. Samedi à la salle polyvalente du Palais des Sports de Trècheville, les filles de Tiasalé ont largement dominé Habitat HBC d'Abobo, 27-12. Chez les hommes, Don Bosco, malgré son retard à la pause, s'est offert le Red Star. Aliment Daniel et ses coéquipiers ont battu les champions de Côte d'Ivoire, 27-23. Basketball, les U16 à Bamako. Football, nouveau partenaire pour l'IS. L'IS de Sassandra a un nouveau partenaire. Le club de Sassandra s'est associé à une société spécialisée dans la commercialisation et production de boissons énergisantes pour une durée de 5 ans. La signature de convention entre les deux entités a eu lieu mardi. C'est un soutien de taille pour le club du président Mamadou Dia. Eh bien voilà, c'était donc le reste de l'actualité sportive de la semaine. Eh bien ça y est, c'est déjà la fin de ce numéro de NCI Sport. Merci beaucoup Roland Danon. Je vous en prie Tia. Vous avez été au top comme d'habitude. J'ai même oublié de vous féliciter pour votre prix. Je ne parle pas de la ceinture. Voyons. Décidément. Elle prend tout, elle ne laisse rien pour les autres. Merci, c'est pas grave. On peut la voir, la ceinture là. Vous voulez la revoir? Allez, une dernière fois. Voilà, allez, la ceinture verte. Une ceinture verte. Mention très bien, avec 87 sur 100. Voilà, merci beaucoup. Merci Eric Babou. Toujours un plaisir. Allez, on espère que vous avez passé une belle soirée en notre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, oui, à partir de 20h30. D'ici là, on vous souhaite de passer une excellente semaine et on se quitte comme d'hab avec les prolongations. À la semaine prochaine, bye bye.